Alors, ma session aujourd'hui, c'est être un optimiste dans un monde de pessimiste. Et je vais vous expliquer ça. Ça appartient plutôt pour comment le fonctionnement de FileMaker gère l'entrée des données. Alors, ça un peu parler de ça, mais ça touche sur d'autres sujets aussi. Alors, mon nom c'est Vincenzo Menano. Je travaille, ça c'est mes enfants. Je travaille à Beeswax. Je suis directeur du développement FileMaker à Beeswax. Je suis certifié dans les versions 7 à 17 et je suis l'auteur d'un Inspector Pro. Certaines choses que nous avons faites, peut-être parmi vous, vous déjà connaissez. Alors, il y a le blog de Beeswax. Il y a beaucoup de choses que des gens parlent de ça et comment est-ce qu'on dit, partagent avec le monde. Alors, juste pour faire un survol là-dessus, on a un blog sur PSOS. Combien de vous utilisez PSOS, Perform Script sur Server? OK. Très intéressant. On a d'autres blogs. Si vous importez des données d'Excel et vous faites ça à distance, comme sur un WAN, c'est très intéressant de voir la technique parce que ça porte le document sur le serveur et ça fait travailler l'import sur le serveur en place de le faire localement. Ça peut être très lent. On continue à faire des blogs sur Tableau et FileMaker. Mark a fait une très très bonne démonstration avec JSON et Card Window avec une solution Logicator. Et l'année passée, j'ai fait une topo là-dessus. Ça m'a pris, je pense que je l'ai timé 39 secondes pour l'intégrer. C'est très facile à intégrer. Alors, ça permet des gens d'avoir une interface plus intuitive pour la recherche. Si vous faites quoi que ce soit avec le web viewer, avec JavaScript et des choses comme ça, Simon a posté une façon de changer quelque chose sur le command line qui permet de faire du debugging du web viewer comme tu as dans Safari Debug. Alors, c'est très, très intéressant. Et un de nos internes des 42, on lui a donné le défi parce qu'un client voulait pas utiliser Google Maps, et on lui a donné le défi d'intégrer Apple Maps. Alors, dans une journée, il était capable d'aller là-dedans rechercher. C'est quand même en bêta, mais c'est très intéressant. Tu peux utiliser Apple Maps. Tu as besoin d'un compte développeur, mais il y a une explication dans le blog. Ça parle de ça. Alors, c'est très intéressant si vous êtes intéressé à l'intégration avec Apple Maps. Tanguy, je vais comme, comment se dit, segue from your presentation. Je vais faire une petite démonstration de quelque chose que Will a fait avec Master Detail que je trouve intéressant. Ça comme ça enchaîne après qu'est-ce que Tanguy a montré. Alors, juste un instant, off script, pour vous montrer ça. OK. Alors, j'ai demandé à Will Baker, parce que quand 17 avait sorti, j'ai demandé à Will Baker, est-ce que tu peux nous faire un exemple de qu'est-ce que c'est possible avec Master Detail? Alors, lui, il est, comment est-ce qu'on dit, il aime ça, les films d'aventure. Alors, c'est pour ça que c'est sur ce sujet-là. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est un master detail ici, la liste des films. Mais avec le master detail, s'il y en avait quelques-unes que vous l'avez regardé, on peut faire des, comment est-ce qu'on dit, des sur-récapitulatives dans le portal. Alors, ça peut être pas une tribulation, mais une sous-récapitulation. Un jeu de mots que peut-être j'ai raté. En tout cas, alors je vous invite d'aller voir ce démo que Will a mis ensemble. C'est très facile. Si on regarde ici, c'est juste de mettre en cachant des choses avec getEnt record. Alors, c'est quelque chose de très, très simple. Mais c'est très efficace. OK. Alors, on retourne sur présentation. Attends une seconde.
Un autre petit mot de notre relation avec 42, parce que, comme Brad a parlé, on fait de la, euh, on a lancé ça avec FarmMaker, des internships avec 42, et quelque chose de très intéressant avec ces élèves-là, parce qu'ils amènent pas juste des possibilités de FileMaker, ils amènent des possibilités à créer d'autres choses. Alors, on leur donne des tâches, on leur donne des projets et on donne des tâches de recherche et développement. Alors, pendant les 3 mois, 4 mois qui sont là, comme stagiaires, on leur donne comme un projet de faire une recherche sur le Data API ou des choses comme ça. Et les plus récentes interne, Brandon, il a compilé son premier plugin en FileMaker. C'est un interne de 42. Et alors, les internes ne sont pas juste là pour apprendre FileMaker, mais l'environnement de FileMaker. Et Hiroshi, c'est lui qui a fait... non, Brandon a créé aussi un API avec de Zapier avec le server data, non, the admin API. Alors, lui a fait sa recherche là-dedans. Mais alors, quand vous pensez à 42, j'espère que le programme ça commence à rouler ici aussi en Europe. Essayez de penser d'autres choses que juste du FileMaker pour ces élèves-là, parce que ils ont la capacité pour plusieurs choses. Et comme on a vu aujourd'hui avec James, il y a beaucoup d'autres choses qui s'en viennent avec FileMaker. Je voulais juste poser l'idée là-dedans. Alors, être un optimiste dans un monde pessimiste, qu'est-ce qu'on va regarder aussi sur le sujet de sécurité, la performance et le contrôle. Et je voudrais aussi donner comme un avis, une attention. C'est peut-être pas une technique pour tout le monde. Si vous utilisez des solutions sur le LAN, peut-être vous n'avez pas besoin de faire ce travail en extra pour avoir des performances. Mais si vous avez des projets où des clients se connectent n'importe où dans le monde, peut-être ça vaudrait la peine de regarder cette technique. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Ces différentes manières de faire comment se dit, editing des fiches, modifier des fiches. La manière native, une manière globale, je vais expliquer ça tantôt, une manière locale, avec le DDA, une manière avec le DDA API. Une autre manière de JavaScript qu'on n'a été pas capable de le composer en temps pour la présentation, mais il y avait aussi la possibilité de rechercher ça, de le faire avec entièrement JavaScript et utilisant FileMaker JSON envoyé avec PSOS ou le Data API. Mais ça on va pas le couvrir aujourd'hui. Et on va regarder les avantages et les désavantages de tous les moyens, de ces différentes choses. Combien de vous utilisez FileMaker avant 6? OK. Alors, vous rappelez le moment donné où s'il y avait quelqu'un qui rentrait comment est-ce que dit le cursor dans une rubrique, qu'est-ce que ça faisait? C'est quoi? Ça bloquait le fiche. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune autre personne qui vous pouvait éditer la fiche. Alors, si on regarde, c'est un peu peut-être quelque chose qui pourrait arriver. Et les gens, quand ils travaillaient, ils voyaient ça, ils s'énervaient, comme ce type-là. Et à un moment donné, c'est tellement énervant que il détruit son ordinateur. Alors, ces journées, ces journées préhistoriques sont parties. Parce qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans une rubrique à partir de la version 7, ça ne bloque pas la fiche. Et alors, c'est quand tu commences à modifier la fiche que FileMaker vous donne l'aspect que la fiche est verrouillée par toi. Alors,
moi, quand j'ai commencé à travailler là-dedans, parce que on avait le besoin de faire certain que, comment je veux dire, que les améliorations qu'on portait, ça apportait quelque chose, ça aboutit à un aspect d'amélioration de performance. J'ai évolué comment est-ce que je veux dire, une manière de me faire dire combien de temps ça prend pour, comment est-ce que dit, commit en français? Valider. C'est ça. OK. Valider le record. Alors, j'ai développé une manière de tester ça, combien de temps ça prend. Alors, je fais fonctionner ce script-là de deux façons, localement et aussi sur le serveur. Alors, si je suis à distance, je fais une modification sur une fiche et je fais fonctionner cette manière de le faire comme ça sur les deux places, ou localement ou sur le serveur. Alors, la chose intéressante, c'est que je mesure le temps entre l'entièreté du script pour rouler la trouver de la fiche, de la modifier et de la valider. Alors, j'ai un temps extérieur et j'ai un temps intérieur juste pour la modification de la fiche. Et je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. OK. Alors, je vais aller ici. Si on regarde, si on regarde un film de modification d'un fiche où je vais juste mettre un texte ici qui va dire que j'ai modifié la fiche. Et si je le fais localement avec ce script-là, on va voir combien de temps ça prend. Et ça prend 0.751 secondes l'intérieur et l'extérieur, ça prend presque une seconde. OK, mais on fait la même chose. Mais la seule différence, c'est que on va l'envoyer, on va envoyer l'identificateur de cette fiche-là au serveur. Et c'est le serveur qui va faire rechercher la fiche, faire la modification et retourner que c'est complet. À peu près, tu penses que c'est la moitié du temps sauvé? Un peu plus? Qu'est-ce qu'il dit? C'est très petit. OK, on va regarder. Alors, on le fait sur le serveur et le résultat, c'est 0.004 à l'intérieur et 0.005 à l'extérieur. Alors, si on regarde, ça alors, quand j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que, disons, vous avez des solutions où des gens déclenchent des scripts qui font des modifications. Ça, c'est un exemple très, comment est-ce que je dis en anglais, un stupid example, parce que c'est juste un petit exemple avec pas beaucoup de données, mais ça vous montre l'aspect de combien de temps ça prend, disons, pour effectuer la validation d'affiches locales et à distance. Pour moi, c'est très important aussi que, parce qu'on fait beaucoup de, comment est-ce qu'on dit, on a beaucoup de dépendance sur Perform Script on Server. Alors, on veut savoir que si le script va actionner avec plusieurs gens qui vont l'actionner sur le serveur, que nous, on va avoir la confiance que ça va prendre très, très peu de temps pour actionner ce script sur le serveur. Parce que dans le cas de PSOS, il faut faire très attention que si tu as des scripts qui prennent 10, 15 secondes et il y a beaucoup de gens qui les déclenchent, tu peux te donner comment se dit, un retour de performance négative. Que c'est parce qu'ils se pilent un sur l'autre. À un moment donné, ça va ralentir le système pour tout le monde. Alors, il faut faire très attention quand tu t'embarques là-dedans. OK. Alors ça, passer sur celui-là. Oh, OK. Alors, on a vu, localement, ça prend l'intérieur à peu près une seconde pour compléter toute la tâche. Mais la même chose sur le serveur, c'est très, très, très rapide. OK? Alors,
si vous faites beaucoup de PSOS, il y a des avantages sur les solutions WAN, mais il faut prendre des précautions quand vous utilisez ça. Et il y a beaucoup de choses sur le blog que vous pouvez aussi lire à partir de PSOS. Mais une des choses qu'on fait, nous, on tient un log de chaque fois qu'on déclenche un script PSOS et on peut voir combien de scripts sont en train de rouler à le moment que j'ai déclenché mon script avec les autres scripts qui continuent de rouler et combien de scripts sont en train de rouler à la fin de mon script. Comme ça, je peux voir combien sont, comment on se dit, stacked, une sur les autres, s'empiler. Merci. Et des autres, il y a beaucoup de techniques, il y a des gens qui ont évalué aussi. Si vous n'avez pas besoin des résultats immédiats, vous pouvez defer l'actionnement de PSO, la performance des data que vous voulez actionner sur, comme dans un queue, une après les autres. Alors, lui, il va faire cette tâche, la prochaine, mais des fois, tu ne peux pas t'en sortir de avoir l'aspect que les data, tu dois les actionner tout de suite. OK? Alors, des avantages avec let's see. Alors, les avantages, c'est quoi ça? OK, so, si tu fonctionnes avec une manière pessimistique, c'est la manière native de FileMaker, parce qu'une fois que tu as commencé à modifier la fiche, FileMaker a verrouillé le record, alors tu n'as pas besoin d'autre travail à faire. Tout est géré par FileMaker. Mais une des choses, c'est que ça peut être désavantageux d'Azure, que c'est que une fois que tu commences à créer des calculs sur des données qui sont, comment est-ce que dire, reliées, des données related data, tu te donnes l'aspect que les calculs sont non stockés. Et on va voir les résultats des aspects comme ça aussi. Alors, natif, les avantages, c'est que le document, il est verrouillé pour toi. Pas beaucoup de travail de faire de plus, mais les avantages, c'est que c'est plus long et c'est sur le réseau et ça peut aussi donner beaucoup plus de data qui est changé. OK, global, c'est une technique où on prend des données qui sont sur la fiche, on les met dans les globales sur une popover ou une card et on les modifie et après on les envoie avec PSOS sur le serveur pour aller modifier la fiche. OK? Ça, c'est une technique qu'on avait commencé à faire avec celle-là, mais on a évolué un peu de cette technique. Les avantages, c'est ça vous permet de verrouillage optimistique. Ça veut dire, dès que tu commences à modifier les data, sont modifiés dans des rubriques globales. Alors, tu n'as pas verrouillé la fiche tout de suite. Et en place, ça permet de travailler optimistiquement. La performance peut être améliorée parce que tu as des avantages à gérer l'action transactionnellement sur le serveur. Alors, tu peux envoyer aussi juste les modifications que tu as envoyées. Maintenant, FileMaker travaille de cette façon-là que quand tu modifies une fiche, c'est toute la fiche qui voyage. C'est pas juste les champs que vous avez modifiés. Alors, si vous avez 100 rubriques dans une table et vous modifiez juste une, c'est toutes les données qui sont transmises sur le serveur à chaque fois, et en allant et en revenant. Alors, mais qu'est-ce que ça vous donne? C'est l'aspect transactionnel et ça vous donne aussi les valeurs stockées et la possibilité de faire du auditing. OK, ça ouvre les portes à toutes sortes de choses. Les désavantages, c'est que ça prend plus de travail pour mettre ça en place. Et ce désavantage, c'est que l'utilisant les globales, tu ne peux pas commencer à modifier une fiche et modifier ailleurs une autre fiche.
parce que c'est des globales, alors c'est partagé. Il faut faire peut-être attention à la sécurité, mais c'est dans les globales, tu as accès à la fiche quand même, alors c'est pas nécessairement un point. Et ça dépend sur PSOS. Je vais montrer ça. OK, so ici, on a celui-là qui était une des premières méthodes qu'on utilisait. Alors, je vais modifier, disons, cette fiche. Je le mets dans les globales. Je fais une petite modification et je l'envoie. Et c'est mis à jour sur le serveur. Alors, la transaction a été envoyée sur le serveur et ça a actionné sur la fiche. À un moment donné, FileMaker sait que moi, je suis en train de regarder cette fiche-là et c'est tous les clients qui ont la fiche en vue ou dans une liste et envoient des updates aux clients. Alors j'ai pas modifié la fiche localement. Les désavantages de cette technique-là, c'est comme vous ai dit d'avant. Alors, si je commence à modifier Emerson, Lake and Palmer, et je viens ici et je commence à modifier 10-inch nails, on voit que les globales sont partagées. Alors, un client ne peut pas commencer à modifier dans deux places. C'est important de savoir ça. OK. On va passer dans la prochaine. On a évolué la technique et je vais vous montrer celle-là. Ça s'appelle local editing. Alors, qu'est-ce que comment est-ce que c'est composé? C'est que il y a une fiche à l'intérieur de la solution que est hébergée. OK? Et quand tu ouvres la solution, ce document-là est exporté dans une place temporaire et comment est-ce qu'on dit, a variable file reference. Il est déclaré à cette fiche-là. Et à un moment donné, quand tu veux modifier une fiche, tu envoies l'entièreté de la fiche en JSON, tu l'envoies localement et tu l'ouvres dans une carte. Qu'est-ce que ça donne la possibilité? C'est que je peux commencer à modifier ici. Je peux commencer à modifier ici. C'est des fiches locales. Alors, j'ai pas de trafic qui va sur le serveur. C'est tout modifiant localement. Et quand je suis prêt, j'envoie les données de la même façon que j'ai montré dans l'autre. Je les envoie et sont transactionnés sur le serveur. Les avantages, ça permet de fonctionner dans une méthode optimistique. La performance peut être améliorée parce que tu peux stocker des données. Possibilité d'envoyer juste les changements que tu as faits. Tu n'as pas besoin d'envoyer tout la fiche. Alors, de ce côté-là, tu sauves en place de network traffic. Okay? Le traffic, en retournant de FileMaker, tu peux pas changer ça parce que une fois que la fiche est mise à jour, ces données-là sont transmises à les gens qui ont la fiche. Encore le contrôle transactionnel, les valeurs stockées, il y a possibilité de faire comme ça. Et auditing. Les désavantages, ça prend un peu plus de temps de mettre en place, mais actuellement, c'est un peu plus facile que l'autre technique qu'on avait vue et ça vous permet de actuellement modifier des multiples fiches en même temps. Il faut maintenir une autre fiche séparément. Combien de vous faites modèle de séparation? C'est un peu semblable. La seule différence, c'est que ce fiche qui est la séparation, il n'est pas hébergé, il est local. Le fiche est local. Alors, c'est très intéressant au point de vue de réduire le trafic sur le network. OK. Prochaine chose. Qu'est-ce qui arrive dernièrement? Qu'est-ce qu'on a commencé à découvrir que FileMaker a lancé la version finale de la Data API? C'est que le Data API est transactionnel. C'est une grande découverte que Darren a faite quand il travaillait là-dedans. Et qu'est-ce que ça nous permet? C'est que c'est quelque chose de très intéressant.
Alors, l'exemple que j'avais montré tantôt, on utilise la même chose qu'on fait. On fait local editing, on fait un document local, mais en place d'envoyer ça avec PSOS et tout ça, on l'emballe en le format de JSON pour le Data API et c'est juste un appel. C'est pas un appel de script qui va décomposer les éléments, va aller mettre à jour tous les champs, faire le editing. C'est un appel avec tout le JSON et si ça rentre tout dedans, c'est une transaction. Mise à jour de les données sur la fiche et même des données reliées, related records. Alors, ça vous permet de travailler optimistiquement, performance améliorée, possibilité d'envoyer juste les changements transactionnels, stocker les données et du auditing qu'on peut faire. Des avantages, c'est que ça prend un peu plus de temps, ça prend une connaissance de comment travailler avec le Data API. Et il y a peut-être quelque chose, point de vue sécurité, qu'il faut faire attention. OK. Une technique qu'on utilise beaucoup pour, comment est-ce que je dis, stocker les données, c'est cette technique-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que, disons, tu as des données, des tâches qui sont reliées à un projet et tu veux compter combien de tâches sont complétées. Si tu le fais comme la façon traditionnelle de FileMaker, tu fais un calcul qui dit Count Task Completed et s'il y a une date dans Task Completed, il va te retourner le nombre de fiches qui ont une tâche complétée sur, disons, tu en as 10 tâches, il y en a 7 qui sont pas complétées, il va te retourner le numéro 7. Nous, on a une rubrique qui s'appelle Modified, c'est juste un timestamp. Et comment est-ce qu'on dit, en changeant cet champ-là, en modifiant et le valider, ça fait fonctionner l'autre calcul. Et qu'est-ce que ça donne, c'est que tu changes tes calculs du point de vue non stocké à stocké. Alors, c'est très important de comprendre cette différence-là, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous faites des calculs qui sont non stockés et vous les utilisez sur des autres calculs, tous les autres calculs sont toujours non stockés. Une fois, once you're going unstored, everything is unstored. Alors, ça, c'est comme une chaîne cyclique. Alors, on va regarder quelques exemples. Alors, on va voir native editing. Alors, combien de vous faites, disons, un portal et vous laissez créer des data reliés, create related records, quand tu rentres dans le portal? Oui? Il y en a parmi vous. Qu'est-ce qui arrive, c'est que quand tu commences à rentrer des données ici, tu as la donnée, mais tu verrouilles la fiche que le parent. Alors, cette record-là est aussi verrouillée. Ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui peut rentrer des données sauf toi sur cette fiche-là. OK? Alors, qu'est-ce que je montre ici? C'est juste pour mesurer le trafic de rentrer des données de la manière native vis-à-vis la manière que je vous propose. Alors, si on regarde, et il y a un outil ici en bas, on va regarder ça. C'est un outil qui s'appelle Network Monitor. Combien de vous connaissez cet outil-là? C'est sur la communauté, si vous faites une recherche sur la communauté de FileMaker, Network Monitor, c'est un outil qui est capable de mesurer le montant de trafic qui est sur le port de 5003. OK? Alors, si on regarde ici, je fais la rentrée des données dans le portal et une à la fois, chaque fois que je rentre ça, la fiche que je suis dessus est bloquée. Il n'y a plus personne qui peut rentrer des données. La même chose, c'est que si je modifie un des fiches qui sont dans le portal, moi j'ai verrouillé la fiche que je suis en train de modifier et le parent aussi. La manière que tu fonctionnes avec cet outil-là, un Network Monitor, c'est que tu t'organises
un environnement où tu veux faire un test très, très particulier. Et tu le démarres. Après ton test, quand tu as fini, tu fais stop et tu vas regarder que tu as rentré, tu peux faire un log entry. Et ici, on voit combien de temps ça a pris. Attends une seconde. Ah, je ne peux pas le voir ici. Voilà. Alors, le trafic en rentrant, c'était 987 bytes et le trafic c'est 1244 en allant. OK? Alors, on va faire le même test avec la méthode que je vous ai expliquée. Cette méthode-là, c'est en utilisant le Data API et la fiche locale. Alors, quand j'ai ouvert cette fiche-là, j'ai déjà téléchargé une fiche locale, que j'ai une référence à la fiche locale. Et alors, je commence à éditer la fiche. J'emballe un JSON representation de cette fiche. Et j'ai le schema dans la fiche locale qui est semblable à celle-là que j'ai dans ma fiche hébergée. Ça veut dire que tout ce que je fais maintenant, c'est tout local. Il n'y a pas de trafic sur le network. OK? Je peux rentrer toutes sortes de données, je peux faire des calculs non stockés, je peux utiliser des champs sommaires, n'importe quoi que je veux. Quand je l'envoie, je peux montrer une notification et je crée un log et on va voir le résultat des deux méthodes. OK. Alors, ici, la manière native, alors c'est 987 de trafic qui vient dedans. La manière proposée de faire du editing avec le API, avec le file local, c'est 284. Et en envoyant les données, c'est beaucoup moins parce que on a envoyé le paquet de données qu'on a fait pour envoyer data pour le Data API. Alors, ça vous sauve beaucoup de trafic. Et ça, c'est un petit, comme je dis en anglais, a very stupid example. C'est très, très petit. Vous pouvez imaginer sur des solutions qui sont beaucoup plus complexes avec beaucoup plus de données que vous pouvez sauver beaucoup de trafic sur le network. Si vous utilisez Amazon Web, le FileMaker in le cloud, vous payez pour le montant de trafic qui est, comment est-ce que dit, transactionné du serveur A3. Alors, c'est très intéressant comme, point de mesure. Alors, une autre chose pour vous montrer. J'ai un champ ici, celui-là, completed, que lui, ça c'est typiquement quelque chose native FileMaker. J'ai un champ de calcul non stocké. Alors, c'est le calcul que je vais vous montrer avant. C'est tout simplement que lui, il va aller dire, OK, combien de tâches que j'ai complétées et c'est non stocké. Alors, FileMaker, quand il montre la fiche, va évaluer ce champ. Parce que les données, comment je veux dire, ne sont, c'est pas stocké, il doit aller chercher les données. Alors, qu'est-ce qu'on va voir si on mesure ça avec le même outil? OK. Alors, comme c'est quelques exemples aux États-Unis, il faut toujours rechercher Elvis. Alors, on fait une recherche pour Elvis et on sauvegarde dans le log qu'on a fait ce test. La prochaine vidéo, je vais vous montrer que c'est comme ça achève après ça. Comment utiliser l'outil de Network Monitor? Alors, pour Network Monitor, tu appuies sur le bouton Quit and Clear. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il quitte FileMaker, il nettoie le cache localement, comme ça, il n'y a pas de cache qui existait avant. Tu l'ouvres de nouveau, tu ouvres ta solution
et tu te mets dans une position où tu es prêt pour faire exactement le même test. Alors avant, j'étais en fine mode, j'avais fait une recherche pour Elvis. Je vais faire la même chose. La seule différence, c'est que mon champ est différent maintenant. Le champ de calcul sur le layout est stocké. Alors, c'est des valeurs qui sont stockées. Alors, je suis en mode recherche. Je suis prêt. Je lance mon outil. Alors, maintenant, je vais aller chercher Elvis. Alors, il trouve la fiche. J'arrête le monitor. Et maintenant, je crée un log entry. On va voir la différence de temps entre qu'est-ce qui est stocké et non stocké. Alors, on a 6101 bytes avec la méthode non stockée et on a 222 bytes avec la méthode stockée. C'est dans les tâches, dans la table des tâches, il n'y a pas juste une date, il y a une description de la tâche avec un contrat et tout ça. Mais même si la rubrique n'est pas visible, FileMaker va aller chercher toute la fiche, tous les champs de la fiche. Même si toi, tu as besoin de calculer sur un aspect de cette table, il va aller chercher toute la fiche. Alors, si le contrat pour cette tâche-là est très grand, il va aller chercher tous les contrats de chacun des fiches. C'est pour ça que dans certains cas, si vous ne le réalisez pas, si vous avez beaucoup de champs et beaucoup de données, vous êtes en train de, comment est-ce que Tanguy avait dit, bouger toute l'aspect de la carte, le shopping cart, quand tu veux juste un petit morceau de choses. Alors, très intéressant de comprendre ces deux différentes manières. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant? Non? OK. All right. Ça. OK. Je vais vous donner un petit historique. Nous, ça fait depuis des temps que on a travaillé là-dessus parce que on a des clients qu'on travaille avec que ils ont des solutions qui sont utilisées par des gens partout dans le monde. Australie, Japan, Europe, Canada, Mexico, la Chine. Et ça doit être assez rapide pour tout le monde. Et il y a 4 ou 5 années, c'était très lent et on se battait la tête toujours pour savoir comment est-ce qu'on va faire que ça peut être assez rapide. Et je vais vous montrer un peu les changements qu'on a mis en jour dans la solution. Alors, before and after, on a réduit les tables, on avait réduit le table occurrences, on a réduit des champs, on a réduit des scripts. Il y avait comme on a fait un grand ménage, mais le plus grand ménage, c'était les calculs. On a complètement changé la façon comment les calculs sont évalués et stockés. Et ce changement-là, on avait 103 calculs non stockés et on a descendu à 9 et les 9 étaient juste parce que c'était dans une place administrative pas vraiment utilisée par des gens à l'extérieur. On les a laissés pas changer. L'effet que ça a donné en total, on a réduit le code parce que tu dois maintenir ce code. Alors, c'est très, très bon que tu es capable de aussi réduire de quoi tu dois maintenir. La performance qu'on a améliorée. On a l'ouverture de la base à aller de 33 secondes à 5 secondes. La création d'un projet, 19 secondes à 2 secondes. D'afficher une liste de projets, 10 secondes à 2 secondes. La vue administrative, qu'il y avait tant de portals, de données avec des valeurs non calculées sur d'autres aspects, 15 secondes à 1 seconde. Le client a été très, très heureux d'avoir le changement dans la solution comme ça. Et alors, ça a complètement ouvert
les idées pour faire ça dans une façon qu'on fait maintenant. Juste récemment, on a commencé à travailler avec le Data API. OK. Souvent, à DevCon, je parle aussi des intersections. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'opportunités encore plus avec qu'est-ce que James a décrit. Souvent, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un exercice que on prend d'autres choses et on essaye, qu'est-ce qu'on peut faire avec PSOS et Card Window? Et c'est comme ça on a tombé dessus l'aspect des transactions, une autre façon de rentrer des données et tout ça. Et on peut faire aussi du auditing parce que si tu fais la transaction à ce point-là, et il y a, comment je veux dire, it's successful, it goes in successfully, tu peux aussi faire un log de tout ce que tu as changé à ce point-là. Alors, on fait du auditing comme ça. La même façon, maintenant, pour les calculs non stockés, ça permet d'améliorer la performance d'une solution. Ça permet de travailler d'une manière optimistique, des calculs stockés, et maintenant, on peut faire ça avec le Data API et un file local. OK, et on fait du auditing. La sécurité typique qu'on a d'habitude dans les solutions, c'est que la vue, la modification, la création, la supprimer, il y a tout, tu peux faire ça, tu peux pas faire ça. Sur toutes tes tables, c'est tout différent. OK? Mais nous, qu'est-ce qu'on a changé, c'est que tout le monde a la possibilité juste de visualiser des données, s'ils ont la permission. Alors, le modèle est complètement changé. Tu fais comment se dire, des permissions et c'est, OK, tu peux juste, si tu as la possibilité de visualiser ces données, tu peux les visualiser, tu peux mettre un calcul qui limite la visualisation des données, mais personne ne peut modifier, créer ou supprimer des données. Ça, c'est tout créé transactionnellement par le script ou par le Data API. Des questions? Non? OK. Alors, comme on avait vu avant, le petit exemple où je rentrais des données dans un portal et j'ai commencé à remplir des choses. Disons, je suis une compagnie qui saisit des données de nutritional value sur des légumes et des fruits et j'ai besoin de les utilisateurs de rentrer toutes sortes d'informations sur brocoli ou des fraises ou des cerises ou des pears. Mais chaque fois qu'ils ont cherché des données, ça leur prend à peu près en moyenne 15 secondes. Alors la fiche est bloquée s'il y a quelqu'un qui rentre certaines données pour nutritional value à quelques aspects. Lui, l'expert là-dedans, il doit attendre que la personne qui a rentré une autre donnée à compléter. Alors c'est bloquant. Ça bloque le travail. En place, si tu fais ça transactionnellement, il y a plusieurs personnes qui peuvent rentrer plusieurs données au même temps et ça ne bloque pas l'activité des données. Alors, tu peux rentrer 5000 dans l'espace de 15 secondes ou dans 20 000 dans l'espace d'une minute. Alors, l'activité transactionnelle, c'est pas bloqué par la façon que tu l'as construit localement. C'est tout transactionné sur le serveur. OK, récapitulatif. Comprendre la différence entre optimiste et pessimiste. Considération si vous choisissez de travailler dans une manière optimiste. Contrôle des calculs et la manière de les mesurer aussi. C'est des choses très intéressantes de savoir combien de temps ça prend pour valider cette fiche. Considération si utiliser PSOS ou le Data API. J'espère que dans la version 18, on va avoir la possibilité d'autres nouvelles fonctions avec le Data API, mais présentement, si tu fais fonctionner quelque chose avec PSOS, comment est-ce que je veux dire, il y a un poids à ça.
chaque fois que tu appelles PSOS, c'est comme toi, tu as fait une session pour ouvrir la base, tous les scripts d'ouverture des fenêtres et fermeture des fenêtres. Vous devez faire attention que vous sortez de ça si vous n'avez pas besoin, parce que ça va toucher à tout ça. Mais avec le Data API, quand vous faites une connexion, vous avez un token, le login est déjà fait. Alors, si vous utilisez le token et vous envoyez quelque chose au Data API, le Data API est prêt à répondre. Alors, il y a moins de overhead avec le Data API et j'espère qu'ils vont ajouter des autres choses dans la nouvelle version. Considération de l'utilisation de Data API et des données et tout ça, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait couvrir là-dessus, mais peut-être on peut avoir une discussion là-dessus. Et aussi la sécurité. C'est un sujet que parmi, disons, je commence à modifier une fiche, je l'ai localement. Qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'une fois que c'est envoyé, on l'enlève. Et à la fin, quand tu fermes la base qui était hébergée, on enlève aussi le file local. On l'enlève. Alors, les datas sont juste là temporairement. OK. Et question? Ou d'autres exemples, si vous voulez vous regarder, oui? Microphone? Non, ça va, vas-y. Les avantages ou les désavantages? Les désavantages. Ça prend une connaissance de comment travailler avec le Data API. Peut-être il y a des choses parce que nous, on a expérimenté un peu aussi avec les data, les data reliés. Alors, c'est pas juste un data, une fiche, ça peut être plusieurs fiches. Il y aura peut-être des choses qu'on va découvrir au fur et à mesure on ne sait pas tout de suite, mais pour le présent, ça fonctionne en entièreté. Moi, je trouve qu'il y a plus d'avantages que de désavantages, mais il faut connaître comment travailler là-dedans. La façon que nous, on le fait, c'est que on prépare le JSON de la fiche et on sait quels sont les champs qui ont été modifiés. Alors, s'il y a 3 rubriques dans le portal, 3 fiches et une en haut, on fait un package juste de ça. Et quand on l'envoie, tout rentre dedans au même temps ou rien rentre dedans. Et à ce moment-là, on peut aussi envoyer pour faire du auditing. D'autres questions? Yes. Tu veux dire balader, ils vont Oui. Ah, ah. Oui, ça peut te donner une situation. Ben, ça dépend combien de temps il prend pour exécuter. C'est pour ça que nous, quand on fait une dépendance sur ça, on va regarder la tâche qu'on va envoyer, combien de temps ça prend. Et si on sait la solution, il y a une dizaine, une vingtaine de personnes, il ne va pas avoir un conflit tellement énorme, ils sont très, très rapides. C'est correct. S'il y a des tâches qui prennent plus de temps, on peut faire d'autres choses comme on peut mettre un bloc qui permet que juste cette tâche-là peut compléter. D'autres tâches ne peuvent pas compléter. Mais ce n'est pas idéal de faire comme ça. Et il faut gérer. En place de dépendance sur PSOS, on peut dépendre sur le Data API. C'est un autre mécanisme, ce n'est pas PSOS. Alors, Data API, c'est complètement différent. Alors, nous, on s'en va plus dans cette direction-là. Et ça, c'est peut-être meilleur, oui. Ah non, moi j'espère d'avoir la possibilité de déclencher des scripts avec le Data API en place de faire un post ou update ou quoi que ce soit. Avec le script, on peut avoir peut-être asynchronous scripting. Alors, ça nous donne peut-être le même aspect avec qu'est-ce qu'on a avec PSOS, wait or don't wait. OK? On attend pour le résultat de PSOS pour compléter ou non. Alors, je ne sais pas si on va l'avoir ou non, mais ce serait quelque chose, une des choses que j'aimerais voir.
D'autres questions? Je sais qu'il y avait une question à notre conférence, point de vue deux choses. Point de vue de le timing. Alors, si, par exemple, moi je rentre dedans, je fais modification sur une adresse, la ville, et quelqu'un d'autre fait un autre changement, ou il change même la ville au même temps. Mais je veux pas que une autre personne commence à changer la fiche parce que moi, je l'ai commencé à changer. Pour nos clients, l'aspect de l'auditing, ça donne la possibilité de voir, ah, lui l'a changé, lui l'a changé. Mais il y a aussi une manière de faire que tu peux créer un hash de qu'est-ce que le donné était avant. Tu crées la hash de qu'est-ce que tu as modifié et tu crées la hash, tu vérifies la hash de qu'est-ce que la valeur est sur le serveur au moment que tu l'envoies. Alors, au moment que tu l'envoies, tu vois que quelqu'un l'a modifié déjà. Tu peux donner un message au client, dire, ah, tu es en train de voir un changement que quelqu'un a déjà changé. Est-ce que tu veux visualiser le changement que l'autre a fait avant que tu l'envoies ou de l'envoyer quand même? Alors, tu as le contrôle de comment actionner là-dessus. Parce que des gens ils disaient, oh, mais qu'est-ce que je fais si quelqu'un d'autre, et je veux verrouiller la fiche comme ça, je suis certain qu'il n'y a personne d'autre qui peut la changer. Alors, dernière question. Oui, non. Je vais juste montrer une dernière chose. Alors, dans les fiches, ici, alors ça ici, juste pour vous montrer, quand on ouvre, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça exporte le document localement. Ça crée, qu'est-ce qu'on dit, a temporary file reference. Quand tu vas ici, External Data Sources, j'ai une variable ici. Et cette variable-là est le chemin à le document que j'ai exporté. Qu'est-ce qu'on trouve pour un client particulier, c'est qu'ils ont une grande matrice de données à modifier pour toute l'année, pour les mois, les régions et des valeurs financières qu'ils ont besoin de faire une matrice. Et tout ça, tous les calculs, tous les sommaires, c'est tout fait localement. Quand ils sont contents avec les changements, ils disent sauvegarde et ça prend tout le snapshot de toutes ces données-là et les envoie sur le serveur. Alors, tout le trafic, c'est parce qu'ils voyagent aussi et ils le font à distance. Alors, tout le trafic qu'il y aura avant, il n'y en a plus. C'est tout fait localement et ils sont extrêmement contents. C'est tout? Il n'y a plus de questions? Super. Merci.